Parce que l'idée c'est de réagir par rapport à l'actualité, par rapport à la navette Ariane, parce qu'en fait c'est la version 64 qui va lancer. Alors bon, c'est les satellites Amazon, mais l'idée c'est de couvrir des régions qui actuellement sont pas couvertes par la connectivité, et donc ils vont lancer une espèce de 18 lancements. C'est vraiment une énorme mission, et ça commence en février, et forcément il y a le côté 32 satellites, ouais. C'est monstrueux en vrai. Il y a Ouais. c'est Alors bon, il y a plein de thématiques à aborder d'un point de vue écologique, technologique, etc. Mais j'avoue que en ce moment, nous, on est full jeu spatial. On est complètement dans l'espace. Dès qu'on part sur un jeu ensemble, quasiment, hormis Repo, j'avoue, on est que dans des jeux spatiaux. Et donc c'est vrai que je me suis dit, quand j'ai vu le Ariane 64 en version 64, ça m'a fait penser à la Nintendo 64, à l'espace, machin. Ça m'a rappelé un petit peu le côté le fait que toi et moi on joue à pas mal de jeux là-dedans, et ouais, et du coup écoute, on a qu'à en parler, parce que autant ça va peut-être propulser quelques personnes justement à partir avec nous dans l'espace, dans pas mal de jeux. Bonjour Stéphane Martin. Bonjour. Bonjour. Tu es modeleur 3D, mais tu es aussi très fan des jeux dans l'espace. C'est ça. J'ai appris à modeler en 3D, mais j'ai découvert il y a pas très longtemps, et du coup je suis devenu fan de beaucoup de jeux dans l'espace. Voilà, et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant qu'on en discute tous les deux, parce qu'il y a certains jeux qu'on a en commun, il y en a certains que toi t'as de ton côté et moi du mien. Le fait de parler rétro gaming, parce que bon, la Nintendo 64, ça date un peu, c'est que en fait moi ça m'a rappelé directement un jeu dans l'espace auquel je jouais, qui est X-Wing Star Wars. Il y en a qui ont connu X-Wing TIE Fighter, mais moi c'est celui de 1993, celui MS-DOS. Ça va avoir une petite 33 ans déjà. Quel enfer. On prend un coup de vieux. Mais par contre, il y a pareil un jeu qui était hyper ancien à ce moment-là, voire même antérieur. C'était Elite, qui aujourd'hui s'appelle Elite Dangerous Odyssey pour sa toute dernière extension, qui est sortie déjà il y a un bon paquet de temps. Je crois que c'était il y a 5 ans. Et du coup, toi tu me disais avant qu'on commence que c'était ça en fait ta première expérience de jeu vidéo dans l'espace. Oui, c'est ça. En fait, j'ai découvert un soir totalement par hasard. Il me semble que c'était par les jeux Epic Games gratuits. J'avais découvert du coup Elite Dangerous avant que du coup il y ait Odyssey. Et avec un pote, on a fait une soirée dans laquelle on s'est très amusé, mais en fait, on n'a pas vraiment joué au jeu parce qu'en fait, je me suis perdu dans un autre système, j'avais plus de carburant, et en fait, on a passé avec mon pote 1h30 à parler de tout et de rien, juste parce qu'on se baladait dans l'espace, et on s'est retrouvés tous les deux perdus au milieu de l'espace vu qu'on avait plus de carburant. Ce que j'aime bien, c'est comment dire, il y a vraiment cette espèce de truc du on est parti, genre tant pis pour l'histoire, tant pis pour le tuto peut-être, tant pis pour tout le reste. Il y a juste, on est parti dans l'espace et on a volé jusqu'à temps de plus avoir carburant. J'aime bien, il y a un côté un peu poétique finalement, même si c'est pas très bien fini. Oui, ça s'est fini en recommencer une game au final parce qu'on pouvait pas revenir à la base. Et donc ouais, forcément, là... oui. Et depuis, donc, t'as pas mal joué à Elite Dangerous. Comment Oui. est-ce que tu te présenterais si jamais tu devais en parler à quelqu'un? Je le présenterais. Je pense que je dirais que c'est, foncièrement,
le très global de l'espace, mais en même temps le très spécifique. Il y a plein de choses à faire. Majoritairement se déplacer dans l'espace, parce que c'est quand même ça à la base. C'est on joue le vaisseau avant de pouvoir maintenant être à pied avec Odyssey. En fait, c'était surtout jouer avec le vaisseau, que ce soit faire des livraisons, faire des combats, de la chasse de primes. Mais du coup, oui, disons que c'est, je pense, une grosse généralité de l'espace, de tout ce qu'on peut découvrir sur les jeux d'espace, je pense. Mais du coup, le truc c'est que on contrôle notre vaisseau, on contrôle du coup ce personnage qui peut maintenant sortir de son vaisseau, explorer les planètes. Par contre, souvent on compare Elite Dangerous à Star Citizen, qui est vraiment le jeu qui est revenu plusieurs fois dans l'émission à un pixel près, et même avant dans Games and Pixel, parce que mine de rien, c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui par rapport à sa façon déjà très simulationniste de traiter l'espace, c'est-à-dire que pour aller chercher son vaisseau, ça va déjà potentiellement vous prendre 10 minutes quand ça bug pas. Parce que voilà, c'est le jeu a des défauts de fonctionnement, mais aussi par son modèle économique, parce que si vous voulez le vaisseau, un certain type de vaisseau, potentiellement le jeu va vous proposer de l'acheter avec du vrai argent, où on a des vaisseaux à 200 €, voire même un peu plus. Je sais pas si toi t'as été tenté d'acquérir en fait ce type de jeu là, ou si au contraire Elite Dangerous, qui est à peu près, alors j'allais dire à peu près graphiquement, en termes d'univers à peu près équivalent, c'est pas exactement vrai, mais parce qu'il y en a un, Star Citizen, qui est très simulationniste, et l'autre qui est un peu plus ouvert pour Elite Dangerous, mais qui reproduit quand même la galaxie, la Voie lactée à l'échelle 1, avec tous ces systèmes solaires. Je sais pas si toi t'es tenté justement d'explorer plusieurs jeux d'un coup en termes spatial, ou si au contraire pour toi Elite remplit toutes les cases. Elite remplit énormément de cases. Bon, foncièrement aussi parce que c'est sur ça que j'ai découvert beaucoup de choses. Mais que ce soit au niveau, comme tu le disais, du fait que ce soit à l'échelle 1-1, et du coup que tu aies tellement de choses à découvrir, que ce soit maintenant avec avec la dernière extension, que ce soit les planètes sur lesquelles tu peux te poser, donc qui ont des atmosphères différentes, certaines qui n'ont même pas d'atmosphère, donc tu ne peux pas te poser, mais tu peux faire des livraisons autour. En fait, ils ont joué avec beaucoup de choses de la vie réelle, et en fait, c'est ce qui, de mon côté, m'a beaucoup plu sur le jeu, et fait que même si Star Citizen me tente, le fait que ce soit pas un jeu foncièrement encore fini, je préfère Elite, vu que il y a plus de choses, et que au contraire en fait, je me dis, quand Star Citizen sera fini, peut-être que je décalerai dessus parce que je ne l'ai pas encore acheté, parce que au final ils se seront inspirés de Elite, et c'est ce qui fait que j'aurai beaucoup de choses à découvrir aussi sur le jeu. Je veux pas me lancer dessus parce que je veux découvrir autant que j'ai découvert sur Elite, qui maintenant est sorti depuis beaucoup d'années. Ouais, c'est un des sujets qui est intéressant d'aborder en fait en faisant une espèce de tour d'horizon des jeux dans l'espace. C'est que contrairement à plein d'autres jeux, ça fait partie d'une catégorie de jeux qui va requérir du temps. Alors c'est pas forcément des grosses sessions, mais ça va vous demander quand même de régulièrement y investir du temps. Sous-entendu que sinon en fait, si vous y jouez une soirée et que vous passez à la suite, potentiellement vous allez passer complètement à côté en fait de l'intérêt du jeu, c'est-à-dire d'arriver sur un système après 20 minutes de voyage intersidéral. Alors évidemment, vous passez de système en système, vous faites quelque chose quand même, mais c'est vrai que l'idée à un moment donné d'aller jusqu'à la fameuse tête de cheval dans le jeu, ou d'aller vraiment sur Sagittarius A, qui est le centre de la Voie lactée et qui va vous prendre un petit moment de jeu, c'est quand même une expérience à part entière, ce qui fait que c'est difficile de sauter d'un jeu à l'autre très très vite. C'est-à-dire que là, Elite Dangerous, quand on a commencé à y jouer ensemble, on a bien moi je stream, et effectivement entre autres tu es modérateur de la chaîne Un des Jeux, mais de l'autre côté c'est vrai que on a quand même passé pas mal de soirées en fait sur Elite Dangerous avant de se dire tiens, on va faire une pause. Oui, on a joué énormément, entre autres par le stream, mais même avant et après.
parce que en dehors des streams, on jouait beaucoup. Puis on a découvert certaines facettes du jeu qu'on ne connaissait pas d'ailleurs nous avant, grâce aux personnes du coup qui sont venues parler sur le stream. Et oui, c'est entre autres comme ça que j'ai découvert la grandeur de Elite Dangerous, c'est que en fait je m'imaginais pas que c'était aussi grand avant de découvrir tout ce qui est aller découvrir les plantes sur les planètes, les bactéries. Le compteur d'heures est monté très très vite. Je vois pas de quoi tu parles, mais effectivement oui, ça fait partie de jeux en plus que vous pouvez laisser tourner juste pour l'ambiance générale. Le nombre de fois où on a fini par discuter parce qu'on était en vocal, il y avait des gens qui nous rejoignaient, etc. Donc le côté communautaire en ligne, alors que le vaisseau est posé dans la station et c'est juste que vous voyez les vaisseaux au départ, les vaisseaux à l'arrivée, un peu comme si vous étiez dans une espèce de gare virtuelle. Et rien que cette ambiance-là, des fois, fait un peu deuxième écran, c'est-à-dire que finalement, des fois, vous vous retrouvez à soit être en télétravail avec le jeu allumé à côté, mais vous jouez pas, hein, c'est juste que vous êtes avec cette espèce d'ambiance un peu particulière, très aérienne et en même temps très industrielle des fois. Ou alors vous êtes sur la surface d'une planète et tout ce que vous avez, c'est potentiellement les vents qui balayent la surface. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que les planètes, elles sont souvent très désertiques, c'est-à-dire que ce qu'on va visiter, c'est souvent des spots de végétation, et donc les échantillons biologiques vont être vraiment sur ces petites zones-là, sur ces planètes. Et là où on parlait de Star Citizen qui fait pas l'unanimité d'un point de vue de la communauté joueuse, on a quand même un truc absolument incroyable, c'est un jeu qui a pris le contre-pied, qui lui aussi au départ a pas réussi à convaincre et qui pourtant est revenu d'hyper loin pour nous proposer un voyage quasiment infini et sur lequel on s'y est mis, c'est No Man's Sky. Worlds waiting to be found. They expand our horizons. They reach farther. They go first. While others sleep, they dream. Et alors No Man's Sky, c'est quand même un truc où moi je m'attendais pas du tout à ça quand à l'annonce on nous parle d'un nombre infini de mondes, d'une création procédurale, ce qui fait que chaque monde que vous visitez est potentiellement unique. Et c'est vrai que après quand je sais pas si tu te rappelles Stéphane du lancement de No Man's Sky, comment c'était catastrophique. Oui, voilà. De toute façon, je me demande des personnes qui jouent un peu à plusieurs jeux, même pas spécialement des jeux de l'espace. C'est rare les personnes qui n'ont pas entendu parler du début de No Man's Sky, qui était en même temps épique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendaient, mais qui a été catastrophique du fait que il y a tellement de choses tellement d'attentes qui ont été déçues pour beaucoup de personnes, bien qu'ils aient pas lâché le morceau, quoi. Oui. Ça a été absolument incroyable. En fait, ça a été vraiment en sport, c'est la remontada, c'est-à-dire que au départ, ils se retrouvent avec un truc où les animaux créés en procédural, ils sont ridicules au possible. La végétation, elle se ressemble absolument. Les planètes, elles sont pas intéressantes. À maintenant, où on a à la fois des mondes qui sont assez variés. Il y en a où c'est des aberrations chromatiques, où vous voyez tout en noir et blanc avec une espèce de teinte légère rouge parce que c'est l'atmosphère qui est comme ça. Vous avez des tempêtes de sable qui peuvent balayer en fait à la fois la végétation, qui peuvent agiter les mers qui elles-mêmes peuvent être toxiques. Vous avez une flore sous-marine évidemment, une faune, et vous avez des êtres vivants qui vont vous faire douter la première fois que vous les voyez que ce sont des êtres vivants, ce qui est dans la logique de la recherche spatiale vraiment un truc l'aboutissement en fait finalement de la découverte de la vie, sauf que vous découvrez ça au travers d'une idée de je voyage, je peux aller quasiment n'importe où, je peux être la première personne qui découvre des planètes, je pense facilement que toi Stéphane et moi aussi on a dû découvrir facilement une 50aine de planètes depuis qu'on a commencé à y jouer. Oui, très facilement, voire même peut-être un peu plus avec le nombre d'heures qu'on commence à accumuler. Mine de rien, c'est assez facile de tomber sur un système que
aucune personne joueuse n'a jamais découvert. Et donc d'être la première personne à poser le pied dessus. Ouais, c'est ça. C'est en fait notre fièvre de découverte est toujours toujours égayée parce que entre les systèmes qui soient gentils, méchants, peut-être par tout ce qui est faune flore ou même par tout ce qui peut être radioactivité ou autre. C'est le fait de tout ce qui peut varier fait que tout le monde découvre et en fait on cherche toujours à aller plus loin pour découvrir encore plus. On collecte des ressources, on va créer des technologies, on va se créer des véhicules, on peut créer notre propre vaisseau, notre propre corvette qui est un énorme vaisseau porteur, on peut avoir notre propre base, notre cargo avec sa flotte de vaisseaux, on peut avoir un escadron, on peut adopter des êtres vivants en termes de compagnons, donc on a des animaux qui peuvent nous servir de monture ou tout simplement d'une présence en fait sur les planètes, et évidemment en plus maintenant on peut être en multijoueur. On est vraiment sur un jeu qui est très permissif avec une histoire cryptique qui là aussi demande à être apprivoisé. Je sais pas si justement on part de Elite Dangerous qui est un peu plus cadré, que ce soit dans son histoire, que ce soit dans sa jouabilité, alors que là No Man's Sky part dans tous les sens. Comment est-ce que tu vois justement les différences, notamment en termes de direction artistique? Alors moi j'ai eu un peu de mal au début avec No Man's Sky parce que comparé forcément Elite Dangerous ou un Star Citizen, en fait le visuel est un peu plus arcade, plus cartoonesque. Alors, pas non plus jusqu'à aller à vraiment un style très cartoon, mais en fait il est plus accessible à tout le monde, disons. C'est les gens qui aiment pas trop ce qui fait réel au niveau architecture et tout, seront contents de découvrir ce jeu. Et moi, c'est ce qui me rebutait un peu au fait d'aller dessus. Et en fait, c'est au ski au final, en découvrant des planètes moi-même, comme tu disais, le fait de la faune ou de la flore qui change à chaque planète et qui des fois même n'est pas des animaux à proprement parler. Sachant qu'il y a aussi des choses qui se passent dans l'espace, même si la jouabilité est extrêmement simplifiée sur pas mal de points, et pour cause, puisqu'il y a toute une mécanique, notamment pour creuser le sol, pour pouvoir construire sa base, donc on peut limite terraformer la totalité du lieu, ce qui est pas le cas dans Elite Dangerous, où on va avoir plus un modèle de station qu'on va pouvoir développer maintenant, avec un impact sur le système, là où on va avoir plus dans No Man's Sky un côté très quasi néocolonialiste, parce que il y a un côté je vois un lieu qui me plaît bien, je plante un drapeau et maintenant c'est à moi. Je sais pas si tu vois à peu près le rapport, où il y a un côté même si c'est multijoueur, il y a quand même un côté, il y a tellement de planètes, de machins, que de temps en temps, quand on voit une planète qui nous plaît, on a un peu tendance à y aller et à poser une espèce de console qui va établir une base sur cette planète-là. C'est ça, en fait, comme on disait, avec le nombre de systèmes et tout qu'il y a, chacun a toujours de quoi trouver son bonheur. Même si des fois, en fait, on peut se poser sur des planètes où il y a déjà des gens, parce que les planètes sont tellement grandes à découvrir que, même si un gars il est passé à un endroit, tu trouveras toujours un paysage qui te plaît autre part sur la planète. Et en fait, ouais, c'est comme tu disais, après tu crées ta porte des étoiles pour relier à tes autres bases et en fait, c'est bon, tu peux kiffer sur cette planète autant que tu kifferais sur n'importe quelle autre qui est sur d'autres systèmes. Oui, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas mentionné, c'est l'idée que Elite Dangerous, il y a vraiment cette idée comme Star Citizen d'une espèce de temporalité au personnage. Si tu as plusieurs vaisseaux dans Elite Dangerous, il faut qu'ils soient entre guillemets physiquement dans la station où tu es pour avoir un accès immédiat. Star Citizen, il va falloir convoquer le vaisseau et ensuite aller le chercher et ça va prendre un peu de temps. Autant, effectivement, No Man's Sky, il y a cette idée de multiples téléportations avec un système qui est assez ingénieux finalement, entre les portes des étoiles d'un côté qui te permettent d'aller dans un endroit et où à chaque fois on va avoir le vaisseau qui va être disponible, et de l'autre côté le multijoueur qui fait que quand on va rejoindre une personne qu'on connaît déjà dans le jeu, ça va nous permettre d'aller directement dans son système, ce qui fait que potentiellement on peut aller directement sur une autre galaxie si la personne a voyagé aussi loin. Et on a pour finir en plus de ça un endroit qui s'appelle l'Anomalie, qui est
une espèce d'énorme station spatiale qu'on peut convoquer et qui en fait est ce qu'on appelle un hub multijoueur, c'est-à-dire que c'est un endroit où on va avoir des personnes joueuses qui vont se retrouver pour des missions spéciales où elles peuvent se regrouper, mais aussi suivre l'histoire principale. Là où Elite Dangerous par exemple ou Star Citizen peut être multijoueur par essence, c'est-à-dire que du coup vous vous connectez et puis vous avez d'office des joueurs et des joueuses de partout sur un serveur ou vraiment en ouverture. C'est vrai que ça c'est un truc dont on parle pas beaucoup, c'est le fait que on se retrouve avec des jeux qui cherchent une ouverture vers du multijoueur et l'un de ceux qui a fait parler de lui notamment par rapport à son envergure, c'est EVE Online. C'est un jeu qui a fait parler de lui par rapport à des chiffres astronomiques eux aussi. Ça fait partie des jeux qui brisent les records, notamment par rapport aux batailles impliquant le plus de joueurs et de joueuses. En tout cas en 2020, c'était pendant 48 heures pratiquement 9000 comptes qui étaient connectés avec des vaisseaux en guerre, qui impliquaient 114 factions différentes. Parce qu'en fait, on a la possibilité de se regrouper en différentes factions. Et donc, vous aviez 114 différentes factions qui se mettaient sur la tronche dans l'espace pour soit récupérer un territoire, soit là on était vraiment sur des espèces de systèmes d'alliances, de trucs comme ça, et sur un jeu qui en plus va reposer énormément sur un modèle économique qui va consister à récupérer suffisamment de temps pour pouvoir acheter avec l'argent du jeu et non plus l'argent réel l'abonnement nécessaire pour jouer au jeu. Donc c'est assez poussé. On a d'autres jeux comme Star Trek Online qui vous permettent de jouer des équipages de vaisseaux, alors quasiment comme l'Enterprise, et on a Star Wars The Old Republic de l'autre côté qui eux vont avoir quand même quelque chose de très narratif, plus à la Mass Effect dont on pourra parler éventuellement. Mais c'est vrai que je sais pas si toi Stéphane c'est quelque chose qui t'attire, c'est-à-dire pour toi, un jeu dans l'espace, est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait vraiment beaucoup de personnes joueuses autour, ou est-ce qu'au contraire, tu vois ça comme quelque chose de plus intimiste? Personnellement, moi, je suis plus du côté intimiste. Après, il y a forcément entre les MMO, du coup, il y a vraiment énormément de personnes et des jeux à la No Man's Sky, il y a forcément une différence de personnes que tu croises. Par exemple, à la No Man's Sky, moi, ça m'a pas trop gêné de croiser du monde. Au contraire, c'était sympa, il y avait un peu de monde. Mais oui, tout ce qui est du EVE Online, du Star Wars, moi, je trouve que c'est quelque chose qui me bloque un peu limite avec le nombre de personnes parce que c'est trouver son individualité au milieu de tout ça, ça devient un peu difficile. Je suis pas très très MMO. Ouais, toi, tu préfères justement avoir cette espèce de j'ai pratiquement l'espace pour moi, ou du moins pour un groupe de personnes, et du coup je vais pouvoir évoluer dedans. Ouais, c'est ça. C'est avoir un groupe qu'on partage et limite être plus créer ensemble et plutôt que d'être en compétition avec d'autres personnes parce que il y a tellement de personnes qu'il y a beaucoup de groupes etc. Ouais, et c'est là où en fait on a des jeux plus fermés en termes de multijoueurs, plus coopération. On a Jump Space Void Crew dont on a déjà parlé dans l'émission, où on va être à 4 personnes, un seul vaisseau, et on va accomplir des missions ensemble en restant dans le vaisseau, en quittant le vaisseau et en récupérant des affaires. Et on a par exemple c'est pas exactement dans l'espace, mais il faut quand même se déplacer d'une planète à l'autre avec son vaisseau pour ensuite, j'allais dire téléporter, pas vraiment. C'est plutôt une frappe orbitale. C'est bien entendu Helldivers 2. Et effectivement, ouais, toi t'es plus aussi dans cette approche-là, où du coup la partie exploration te manquerait. Une fois depuis que j'ai testé du coup. Elite, beaucoup, avec énormément d'heures parce que j'avais déjà testé avant, mais depuis que j'ai testé Elite et No Man's Sky, le côté exploration me manquerait un peu. Mais c'est vrai qu'à la base, moi qui joue beaucoup à des FPS, trucs comme ça, le côté Helldiver 2 avec t'as ton groupe, même s'il y a énormément de monde que tu peux voir avancer sur la map globale, t'as ton groupe avec lequel tu joues. Je trouve ça beaucoup plus sympa et beaucoup plus intimiste, c'est pour ça.
Et pour toi, finalement, l'espace, parce que on pourrait parler, je sais pas moi, d'un GTA V ou d'un Red Dead Redemption 2, où on a entre guillemets beaucoup d'espace à explorer. Le fait de partir dans la science-fiction, le fait d'avoir son vaisseau, le fait potentiellement de découvrir des planètes, pour toi, d'un point de vue à la fois personnel et à la fois artistique, ça représente quoi par rapport au jeu entre guillemets de la concurrence? Ça, je trouve que ça, en fait, ça crée une liberté. L'espace est tellement vaste et en fait, il y a tellement de choses qu'on peut voir comme ne pas voir qu'en fait, on peut créer presque tout ce que l'on veut avec l'espace. Autant ça peut servir juste de façade pour créer son univers, autant ça peut être littéralement un outil de travail directement, comme pour Elite, où en fait, s'il n'y a pas l'espace, tu ne te déplaces pas autant que tu pourrais le faire. Et effectivement, ce sera intéressant de voir comment est-ce que les jeux peuvent varier aussi d'échelle, que ce soit vis-à-vis d'un No Man's Sky où on est sur des galaxies et on est vraiment sur des mondes infinis à découvrir, et de l'autre côté où on peut être sur des espaces beaucoup plus claustrophobiques. En tout cas, merci beaucoup Stéphane, parce que cette émission touche déjà à sa fin. Avec plaisir. Et pour le coup, ça peut être intéressant de continuer notre tour d'horizon en justement allant chercher l'échelle justement dans ces jeux spatiaux, parce que pour le coup, c'est quelque chose qui est propre, je trouve, à ce genre-là, et on a pas mal d'autres jeux à découvrir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et puis écoutez, très bonne journée à vous toutes et tous sur Radio Clapas.